Salam alaikum, bonsoir tout le monde, Sahab Torkoum. On va continuer avec nos lives et qui vont concerner toujours les TD destinés aux étudiants de la quatrième année en médecine. Aujourd'hui, on va entamer les morsures et les griffures, donc quelle est la conduite à tenir. Et c'est un thème bien sûr qui intéresse tout le monde, surtout si on compte être médecin généraliste dans des centres de santé et même sans ça, on a besoin de savoir comment agir devant une morsure ou bien une greffure d'un animal. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions euh, et qui vont être groupées par les facilitateurs de médecins, que je salue et que je remercie infiniment pour cette initiative et qu'on va répondre à toutes les questions lors du dernier live, Inch'Allah, le 20 mai 2020. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques pour cette question? Tout d'abord, savoir appliquer la conduite à tenir face à une morsure, griffure ou blessure d'animal. C'est important de connaître quels sont les grands axes parce que c'est des actions rapides à faire. Ensuite, c'est des consultations régulières qu'il faut faire pour une personne qui a été victime de morsure ou de griffure. Savoir appliquer les mesures de prévention de la rage, c'est très important. La rage reste toujours une zone inquiétante dans les pays en voie de développement et en Algérie également. Et ça mérite une connaissance parfaite de mesures préventives à faire devant tout risque de contracter la rage. Troisièmement, il faut connaître les indications de la sérothérapie et de la vaccination antirabique. Quelles sont les modalités d'administration et quelles sont les limites de cette sérovaccination ainsi que les contre-indications. On doit se référer à chaque fois au protocole algérien de la prise en charge des morsures et griffures et enfin on doit savoir appliquer les mesures de prévention de tétanos après une blessure ou morsure. Donc si on envisage ce thème-là, on doit se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, quels sont les risques en cas de morsure ou de griffure? Ensuite, s'agit-il vraiment d'une urgence infectieuse? Si c'est le cas, que faut-il faire immédiatement? Certains gestes sont très importants à faire les premières minutes. Et enfin, à quoi faut-il penser dans un second temps? Donc, on doit prioriser un certain type de pathologie et quand même on doit appliquer ce qu'on appelle le pack complet de prise en charge. Pour les risques, commençons à répondre à ces questions-là. Donc tout d'abord, il faut savoir que tous les germes qui peuvent être transmis lors d'une morsure ou griffure sont appelés les germes d'inoculation. Mais nous, on préfère quand même scinder les risques infectieux en deux catégories. La pathologie d'inoculation et la pathologie spécifique. Sans oublier bien sûr que la morsure elle-même peut être grave par rapport à certaines lésions vasculaires, tendineuses, musculaires et il ne faut jamais hésiter à envoyer une personne victime de morsure chez un confrère orthopédiste ou chirurgien vasculaire pour réparer les dégâts après avoir assuré la sérovaccination et l'antibio-prophylaxie. Pour les pathologies d'inoculation liées aux germes retrouvés dans la cavité buccale de l'animal et parfois même les germes qui se retrouvent sur la peau, parce que vous savez que la peau est une barrière physique naturelle qui empêche le staphylocoque, par exemple, qui nous assiège de partout, de pénétrer. Alors, la morsure va permettre
de rompre cette barrière physiologique et donc le staphylocoque peut passer. Alors si on a une morsure, il y a beaucoup de germes qui peuvent être inoculés. Lors des morsures des animaux, il y a essentiellement le Pasteurella qui est responsable du pasteurellose. Également les streptocoques de la cavité buccale, le staphylocoque qui se retrouve au niveau des revêtements cutanés, certains anaérobies, surtout le Fusobacterium et les bactéroïdes. Ça n'empêche qu'on peut trouver d'autres germes, mais ce sont les germes les plus incriminés. Pourquoi on doit signaler ça? Parce qu'on doit toujours couvrir notre patient par une antibiothérapie qui doit agir sur ces germes-là. Toute infection suite à une morsure d'un mammifère doit être considérée comme polymicrobienne, donc il y a les germes anaérobies et les germes aérobies. Pour les infections spécifiques, on doit s'inquiéter par rapport à deux infections essentielles. La première étant la rage et la deuxième, c'est le tétanos. Également, il y a d'autres pathologies qui sont assez fréquentes par rapport à l'animal ou bien par rapport au mordeur, telles que la fièvre par morsure de rat, telles que la maladie des griffes des chats, la tularemie, l'herpès B simien et en cas de morsure humaine, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH, quoique c'est une éventualité assez rare. Dans tous les cas, il faut toujours laver la plaie et la désinfecter. Donc, il faut laver avec de l'eau et du savon et utiliser par la suite un antiseptique. C'est des gestes qu'on peut pratiquer même avant l'arrivée au centre de soins et il faut vraiment passer des messages à toute la population que ce sont les gestes les plus importants qui permettent d'éliminer plus de 90% des germes qui peuvent être inoculés. Alors, en arrivant après 1 heure ou 2 heures au centre de soins avec les mêmes débris, le sang qui coule, sans avoir assuré cette désinfection, donc fait encourir un risque important d'être contaminé par les germes qu'on a cités tout à l'heure. Et le médecin étant celui qui va évaluer le risque, il doit l'évaluer selon la situation et ensuite il doit envisager une antibioprophylaxie, une prophylaxie post-exposition de tétanos et de la rage. Avant de passer à la conduite à tenir proprement dite selon le schéma algérien, donc selon l'instruction ministérielle de 2016, on va parler un petit peu sur la rage parce que c'est un thème qui fait plus partie du programme donc des étudiants en médecine. On va profiter de l'occasion pour parler un petit peu de la rage. Alors, la rage, selon l'OMS, reste toujours une zoonose qui touche plus de 150 pays et tous les continents sont concernés. Chaque année, elle est responsable d'environ 60 000 décès et c'est un nombre quand même qui est assez important et il faut lutter contre ce fléau parce que pour nous, la rage égale la mort. Tant qu'il n'y a pas un traitement spécifique, pour nous, une personne qui déclare la rage, et il faut lui préparer plutôt son tombeau, il faut préparer les funérailles parce qu'on sait bien que cette personne va mourir sans doute. On doit savoir que 95% des cas, ou bien des décès surviennent en Asie et en Afrique. Environ un décès chaque 10 minutes lié à cette pathologie.
et que 40% de ces décès ça concerne l'âge pédiatrique, donc moins de 15 ans. En plus de 15 millions de personnes reçoivent chaque année une prophylaxie en post-exposition, donc une sérothérapie ou un vaccin avec un traitement antibiotique, et ça va être vraiment un fardeau économique important, sachant que c'est une pathologie qui est plus fréquente en pays qui sont à faible rendement économique. Alors l'Algérie fait partie des pays où l'incidence de la rage est très élevée. Et ce sont ces pays qui sont très touchés qui font importer leurs cas vers les pays qui ont pu contrôler la rage chez eux. Par exemple, en France, à chaque fois, s'il y a un cas de rage, l'enquête épidémiologique va révéler que la personne vient des pays du Maghreb ou bien d'un pays qui est très touché par la rage et qu'elle a été mordue et non prise en charge convenablement. Revenons à l'Algérie. La rage est toujours considérée comme une zoonose mortelle à déclaration obligatoire, c'est clair. Les vétérinaires ou bien les services vétérinaires déclarent chaque année 900 cas de rage animale et les services de santé humaine déclarent chaque année 15 à 20 cas de rage humaine par an. Et environ 120 000 personnes reçoivent un traitement post-exposition chaque année. Beaucoup de gens nous disent 15 à 20 cas de rage humaine, c'est rien du tout. Non, on ne peut pas considérer que ce chiffre est bas. 15 à 20, si on parle d'une maladie contagieuse assez fréquente telle que disons la rougeole ou bien une grippe, et ça devient un chiffre alarmant. Alors la rage ne devrait plus exister. Si on sait par exemple que certains pays n'ont pas eu de cas depuis les années 70 de rage humaine et que d'autres n'ont plus de cas de rage animale, ça veut dire qu'on est très en retard alors qu'on peut faire des efforts. Les efforts qui doivent être fournis doivent aller vers le contrôle du réservoir animal. Si on ne le fait pas, on aura chaque année des cas de rage humaine. En 2019, on a recensé 11 cas de rage humaine. Le virus de la rage est un virus qui a un tropisme pour le système nerveux. Donc, c'est un virus neurotrope à ARN de la famille des Rhabdoviridae et du genre Lissavirus. C'est un virus qui est très fragile hors d'un organisme infecté et il est rapidement détruit par les antiseptiques. Il est également sensible à la chaleur et à la dessiccation. Le réservoir de ce virus est essentiellement les animaux malades. Alors pour la catégorie de rage urbaine ou des rues, c'est surtout le chien qui est le réservoir majeur de ce virus, mais également le chat et certains animaux d'élevage, donc tout le bétail, donc les bovins, les équins sont concernés et peuvent également transmettre la rage. Pour la rage sauvage ou selvatique, tous les carnivores peuvent être des vecteurs ou bien des réservoirs du virus de la rage. Donc, on cite essentiellement les renards, le chacal, les loups, également les coyotes, la chauve-souris et beaucoup d'autres animaux. Mais à chaque fois qu'il y a un contact avec un animal sauvage, le risque rabique doit être toujours présent à l'esprit du médecin et on doit couvrir notre patient par une prophylaxie post-exposition. Celui qui fait le lien entre cette rage selvatique et la rage urbaine, c'est toujours le chien. C'est lui qui peut être en contact avec les animaux sauvages et être contaminé
et va transmettre le germe par la suite, le virus par la suite à l'homme. Il y a une particularité de la rage des chauves-souris. Les chauves-souris peuvent être des porteurs sains et ce sont des chauves-souris vampires. Alors, lors d'un repas sanguin, ils risquent de transmettre la rage au bétail. Et ça, c'est très classique aux États-Unis et dans certains pays européens. La rage est avant tout une zoonose des vertébrés à sang chaud et elle est accidentellement transmissible à l'homme. Alors même si on connaît bien la maladie et ce n'est pas toujours facile de contrôler le réservoir animal, donc on doit toujours passer par une étape première, c'est de vacciner tous les animaux domestiques et une étape secondaire, une étape qui va viser surtout les animaux sauvages par la vaccination via les appâts de tous les animaux carnivores. Alors on distingue par rapport au réservoir trois grands cycles naturels pour la rage. On a le cycle urbain, donc la rage canine ou rage urbaine et des rues, qui est une forme enzootique, donc c'est elle qui est responsable de la majorité des cas humains. On a la rage sauvage ou rage selvatique à chaque fois quand l'être humain est en contact avec des animaux de la faune, donc des animaux sauvages. Et enfin, la rage des chiroptères ou bien les chauves-souris vampires. Ça dépend des zones qui sont où ces vampires sévissent, donc certains endroits en Amérique du Nord et en Europe. La transmission se fait par la salive des animaux infectés, que ce soit par morsure, par griffure ou par léchage sur une peau excoriée ou carrément quand il y a une projection de la bave, de la salive sur une muqueuse telle que les conjonctives. Les animaux infectés sont contaminants 5 à 7 jours avant l'apparition des signes cliniques et ils restent contaminants jusqu'à la mort et même leurs cadavres sont contaminants. Alors la manipulation des animaux morts est très dangereuse car le virus garde toute sa virulence dans le cadavre pour une durée plus ou moins longue. Il y a certains qui disent même à la phase de putréfaction finale, le virus reste viable sur un cadavre d'un animal. Les seuls cas de transmission interhumaine ont été décrits après une greffe de cornée, après une greffe du rein ou du pancréas. Alors qu'on sait bien que les mamans prennent soin de leurs enfants qui ont la rage. Alors elles étaient en contact avec leur salive et malgré la non-vaccination de ces mamans-là, il n'y a pas eu de transmission, même après morsure humaine de rage. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ce sont surtout la greffe des organes qui sont richement vascularisés, qui ont été touchés par le virus, qui risquent de transmettre la maladie entre les êtres humains. On insiste toujours que chaque contact avec un animal mérite une mise au point parce que c'est pas anodin et il faut jamais se fier aux apparences de l'animal ni aux dires des gens. Ils vous disent le chien est bien contrôlé, il ne sort pas. C'est bien de le signaler, mais on doit être toujours alarmant. On commence le schéma de prophylaxie donc par la sérothérapie associée à la vaccinothérapie et une antibiothérapie également qui prévient certains germes d'inoculation. Là, c'est juste pour montrer que 95% des cas de rage sont transmises par le chien
et dans les 5% qui restent, le raton laveur a été incriminé dans plus de 40% des cas. Et que même les animaux de bétail risquent de transmettre la maladie s'ils sont infectés. Sur le plan physiopathologique, la maladie est très lente. Donc le virus, avant qu'il arrive au système nerveux, il a besoin quand même d'une longue période d'incubation. Donc après l'inoculation par morsure, le virus va se multiplier au niveau de muscles et il va bien sûr se multiplier au niveau des petits neurones. Et à partir de là, il va essayer de joindre le système nerveux périphérique par les terminaisons nerveuses. Donc cette diffusion ascendante va lui permettre d'arriver aux ganglions dorsaux de la moelle épinière où il va se répliquer activement. Et il va progresser par voie ascendante au niveau de la moelle épinière pour arriver au névrax. Une fois il s'installe au niveau du névrax, il va infecter les diverses structures encéphaliques. Donc, ça va donner logiquement une encéphalite diffuse. Mais avant de déclencher les signes cliniques, le virus va essayer toujours d'aller de diffuser par voie centrifuge en essayant plutôt de toucher le système nerveux sensoriel et autonome, de toucher la rétine, les glandes salivaires, la peau. C'est l'évolution, disons, c'est son cycle naturel pour essayer de contaminer d'autres personnes ou bien d'autres vertébrés à son chaud. Donc, s'il ne fait pas ça, il va rester uniquement au niveau du système nerveux central et il va disparaître après la mort de la personne infectée. Cette excrétion, excrétion au niveau de ces tissus-là, j'ai dit que ça va lui permettre de toucher ou bien de contaminer d'autres personnes et elle va être active quelques jours avant l'apparition des signes cliniques. Raison pour laquelle il faut mettre l'animal donc mordeur sous surveillance vétérinaire pendant 10 à 15 jours après l'incident ou bien après la morsure. Cliniquement, on a dit que l'incubation est longue. En moyenne, elle est de 40 jours, mais elle peut varier entre 15 jours et 2 ans. Les 2 ans ont été essentiellement constatés chez les personnes qui ont été donc qui ont eu des greffes de cornée ou bien de rein ou bien du pancréas. Cette longue période d'incubation va nous permettre d'entamer une vaccination antirabique à titre prophylactique. Et si on vaccine tôt, on va pouvoir avoir des anticorps neutralisants qui vont empêcher le virus à arriver au niveau de la moelle et de déclencher la maladie. Si le patient n'a pas eu cette prophylaxie ou si cette prophylaxie a été faite tardivement ou elle n'a pas été bien faite, ou si les lésions étaient très importantes ou elles ont touché des endroits très sensibles et richement énervés, on peut avoir l'apparition des premiers signes de la maladie, donc la phase de début, qui va se manifester essentiellement par des signes non spécifiques, mais qui vont se manifester au niveau de la porte d'entrée, c'est-à-dire le siège de la morsure. Parce qu'après 15 jours, la plaie, elle est cicatrisée, donc il y a rien qui va être visible. Mais le patient va sentir une sensation de piqûre, une sensation de démangeaison, une chaleur, des signes, disons, de douleur neuropathique.
qui est plus fréquente quand il s'agit de morsures au niveau de la face, des mains et des organes génitaux. Après ça, rapidement, on aura l'apparition des signes de la phase d'état. Schématiquement, on distingue deux tableaux cliniques à la phase d'état. Tout d'abord, la rage furieuse ou spastique, qui est la plus fréquente, 70 à 90% de toutes les présentations cliniques. Elle se manifeste essentiellement par une excitation psychomotrice majeure. Donc, une personne qui était lucide, qui était, disons, qui vit bien avec son entourage, va devenir rapidement une autre personne. Soit avec l'apparition d'hallucinations, soit apparition des convulsions dont on ne sait pas l'origine. Mais l'entourage va signaler essentiellement que le patient est devenu hostile. Cette hostilité, elle est liée essentiellement à une hyperesthésie cutanée sensorielle. Donc, à chaque fois quand on le touche, à chaque fois quand on les stimule sur le plan sensoriel, il va s'exciter. Alors, le patient a soif. Il a soif parce que il est hautement fébrile et parce que il a un signe très important qui fait orienter vers la rage, c'est l'hydrophobie. Alors à chaque fois quand il veut boire de l'eau, ça déclenche un spasme hydrophobique. Donc c'est lié également à une hyperesthésie qui touche le larynx. Donc une seule goutte d'eau, même la salive, peut déclencher ce spasme hydrophobique qui va être le signe le plus caractéristique de la rage. Cette hydrophobie est déclenchée non seulement par les tentatives de donner à boire aux patients, mais parfois même quand on ouvre un robinet d'eau, le fait qu'il entend le jet d'eau, il va déclencher ce spasme laryngé. Et parfois même si on parle de l'eau, rien que de parler de l'eau, ça peut déclencher cette excitation et ce spasme hydrophobique. Parfois dans les hôpitaux, on évite même de montrer la perfusion et le perfuseur au patient parce qu'on veut le calmer, le sédater. Alors s'il voit cette perfusion, il risque de faire une excitation psychomotrice avec des spasmes laryngés dus à cette hydrophobie. Également, c'est un patient qui va présenter une répulsion intense. Il aura une salivation exagérée, parce que j'ai dit tout à l'heure que même la salive risque de déclencher le spasme hydrophobique. Donc, aucune goutte de salive va passer et il y aura de la bave qui va apparaître, donc une hypersalivation. Également, cette excitation va être évidente sur les traits du visage qui sont contractés avec des yeux figés et rouges. On sent la souffrance du patient parce que en dehors de ces spasmes, le patient est lucide et il sait bien qu'il va mourir et il transmet cette crainte à son entourage et c'est une vraiment évolution dramatique du tableau clinique. Le patient va lutter avec son entourage, il crie à chaque fois quand il y a une stimulation neurosensorielle, donc on a parlé de l'hydrophobie, mais également l'aérophobie peut être mise en évidence. On vient derrière l'oreille du patient et on souffle un petit peu et ça va déclencher des spasmes au niveau du visage. De même que la photophobie, donc le patient ne supporte pas assez de lumière, quoique la photophobie n'est pas vraiment un signe spécifique de la rage. Donc gardons surtout l'hydrophobie. La fièvre est majeure, elle est associée à une atteinte neurovégétative avec une irrégularité cardio-respiratoire et des sueurs abondantes. En arrivant à ce stade de trouble neurovégétatif, le patient risque de passer assez vite en une journée ou en 2 jours.
Maintenant, on va visionner une petite vidéo qui va vous montrer l'hydrophobie. पी जाओ विठल काका पिवळावं पाणी पिवळावं विठल काका એમના હાથમાં આપો પીવો પીવડાવો પાછા આપો પાછા કોશિશ કરો પાછા On va visionner également une autre vidéo qui va nous montrer un cas de rage qui a été filmé en 1958 en Iran et ça va vous montrer un petit peu les signes cliniques depuis la morsure jusqu'au décès du patient. Rabies is one of the most terrifying diseases known to humans. And if the symptoms develop, you need medical attention or you're going to die. In 1955, this man was attacked by a rabid wolf. The medical team at the Pasteur Institute in Iran filmed the progression of his disease. This man developed symptoms of rabies. He displays a characteristic restlessness and agitation. As a precaution against the convulsions which commonly occur in rabies, the patient is secured hand and foot. The most familiar clinical symptom of rabies is associated with difficulty in swallowing. When fluid comes in contact with the throat, it is violently expelled, at the same time producing painful, spasmodic muscular contractions. The medical team could do nothing but document this man's rabies. Within 5 days, he was dead. The problem with rabies is that, unlike most diseases which Mother Nature is merciful, in which you lapse into coma or obtunded, with rabies, as you're dying, you are intermittently fully coherent, and you can fully express verbally to your family how scared you are, how awful it is, and how you know you're going to die. So for that reason, it's really, really feared. The thing about rabies is that it affects the nervous system. So it affects the brain, the spinal cord, the thinking parts of a mammal. And it doesn't just randomly wreck those thinking parts, it changes them in a specific way to help the virus succeed. Western medicine has made a lot of progress in fighting rabies. In fact, if you get rabies from an animal, there will be several weeks before you get symptoms, and there's still time in there for medicine to work. But once those symptoms develop, that virus has made its way into your brain. And at that point, medicine may not be able to help you at all. Donc, après ces deux vidéos, c'est pas beau vraiment à voir, mais c'est pour dire que c'est pas une pathologie qu'il faut prendre à la légère. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de la voir. On a vu des cas surtout pédiatriques et c'est terrible, vraiment, c'est terrible, sachant que c'est une pathologie qu'on peut éviter par une bonne prise en charge juste après l'accident, donc juste après la morsure ou bien la griffure. La deuxième forme de rage, c'est la rage paralytique, donc qui représente à peu près 10 à 30% de tous les cas. Elle se présente après la phase de prodrome par un syndrome paralytique ascendant de type Landry. C'est l'équivalent d'un syndrome de Guillain-Barré aigu.
On aura des paralysies des membres inférieurs, puis des troubles sphinctériens et enfin une atteinte subbulbaire avec une paralysie des nerfs crâniens et un arrêt cardio-respiratoire. L'évolution de la rage est constamment mortelle. Elle est plus rapide dans la forme furieuse, donc la mort survient au bout de 3 à 4 jours. Et dans les formes paralytiques, la mort survient généralement entre le 5e et le 18e jour après l'installation des signes cliniques. Le diagnostic de la rage est endoclinique. Il est confirmé par un laboratoire spécialisé. Donc, on peut faire des prélèvements salivaires au niveau du LCR. On peut faire une biopsie cérébrale. Et ça va nous permettre de détecter le virus par soit immunofluorescence qui va nous permettre d'avoir un résultat en 2 heures, ou bien par isolement du virus en culture cellulaire en 24 heures. L'autopsie révèle des lésions spécifiques qui sont constituées par les corpuscules de Negri. Ces particules-là qui sont vraiment spécifiques à la rage quand le virus atteint le névrax. Ces corpuscules de Negri vont siéger essentiellement au niveau de la corne d'amont. Elles sont associées à des signes d'encéphalite non spécifiques. Cette même technique est applicable chez l'animal. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour confirmer le diagnostic chez l'animal. On se réfère à cette étude anatomopathologique. Le traitement de la rage, donc il n'y a pas de traitement spécifique. On a bien signalé tout à l'heure qu'une fois la maladie est déclarée, le décès va survenir au bout de quelques jours. Par contre, on a de la chance d'avoir un traitement post-exposition qui est considéré parmi les plus anciens vaccinothérapies dans le monde. Tout le monde connaît les travaux de Louis Pasteur par rapport à la rage et que le vaccin de la rage a plus d'un siècle actuellement. Alors, on se réfère toujours à une vaccination, ça c'est le BABA à assurer, ou bien une sérovaccination selon la gravité de la morsure et le siège. Cette vaccinothérapie est débutée dès le contact infectant et elle fait apparaître l'immunité au bout de quelques jours avant que la maladie se déclare. Alors, pour la conduite à tenir, on doit se référer en Algérie à l'instruction ministérielle numéro 2 du 14 février 2016 et dans l'espoir d'arriver à 0 décès par rage d'ici 2030. Pour décider une vaccination ou une sérovaccination, il faut tout d'abord apprécier le risque rabique. Ce risque rabique est apprécié par rapport à 2 paramètres. Le premier étant l'état de l'animal mordeur et le deuxième, c'est la nature de l'exposition. Pour l'animal mordeur, quand il s'agit d'un animal connu et vivant, vacciné ou non contre la rage, il faut toujours avoir l'aval du vétérinaire. Donc, le vétérinaire doit le mettre obligatoirement en observation pendant 15 jours avec délivrance de certificat à J0, le jour où il l'a vu, une semaine après, et à J14. Si les 3 certificats confirment que l'animal est indemne, à ce moment-là, on peut arrêter une vaccination qui a été déjà entamée. Par contre, là, on parle des animaux qui ont des canines. On ne parle pas des autres animaux domestiques. Par contre, quand il s'agit d'animaux d'élevage, des bovins, donc les moutons, les chèvres, cheval, âne, etc., là, il ne faut pas demander l'avis de vétérinaire. Il faut plutôt abattre l'animal et acheminer sa tête au laboratoire de l'Institut Pasteur d'Algérie
ou au laboratoire vétérinaire régional. Pourquoi? Parce que il n'est pas habituel qu'un animal d'élevage mord un être humain. C'est pas de sa nature, donc c'est un comportement qui est considéré inhabituel ou bien un comportement bizarre qui peut signer une encéphalite. Alors, il faut d'emblée abattre l'animal et envoyer sa tête vers les structures qui peuvent nous donner un diagnostic final. Si on est devant un animal qui est abattu ou qui est retrouvé mort, donc vous avez eu l'accident, que l'animal vous a mordu et vous avez pris directement quelque chose et vous l'avez tué, chose qu'il fallait pas faire. Ou bien si vous avez poursuivi l'animal et vous l'avez trouvé mort. À ce moment-là, il faut acheminer sa tête au laboratoire de l'Institut Pasteur d'Algérie ou bien au laboratoire vétérinaire régional le plus proche pour faire une étude anatomopathologique à la recherche des signes pathognomoniques de rage. Par contre, quand il s'agit d'un animal qui est en fuite ou bien un animal sauvage, donc là on parle des animaux errants ou bien des animaux de la faune sauvage, même s'il est en captivité, il faut toujours considérer cet accident comme étant potentiellement à risque de rage. Donc il faut considérer que l'animal est enragé et donc prendre la conduite qui concerne ce cas de figure. Donc on a parlé de l'animal, donc là on va parler de la nature de l'exposition. La mise en route d'une prophylaxie antirabique se fera immédiatement pour tous les cas, qu'elle soit une griffure ou bien une morsure profonde ou multiple. Dans tous les cas, on doit entamer d'emblée une prophylaxie antirabique. Cette prophylaxie antirabique sera arrêtée une fois le diagnostic de la rage est écarté. Donc, si le vétérinaire vous donne 3 certificats pour un animal connu, ou si l'autopsie ou bien l'examen anatomopathologique écarte la rage, donc à ce moment-là, si on a entamé la vaccination, on pourra l'arrêter par la suite. Et il faut jamais oublier le traitement local de la blessure ni le traitement antibiotique parce que on a d'autres pathologies qui sont liées à cet accident. Donc les germes d'inoculation, le tétanos doivent toujours être pris en considération. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le vaccin seul? Est-ce que je dois choisir le vaccin avec le sérum, donc les immunoglobulines, ou bien je ne fais rien du tout? Pour cela, on doit classer l'exposition en 3 catégories ou bien en 3 grades. Le premier grade étant les gens qui ont un contact direct avec un animal. Par exemple, une personne qui a l'habitude de toucher ou nourrir cet animal sans qu'il y ait vraiment une morsure. Ou bien l'animal qui fait un léchage sur une peau intacte. Pour le grade 2, ce sont les morsures ou griffures sans saignement et qui siègent ailleurs qu'à la tête, aux extrémités ou bien aux organes génitaux. Et le grade 3, c'est les morsures ou griffures même sans saignement mais qui siègent au niveau de la face, au niveau de la tête, du cou, au niveau des mains, des pieds ou au niveau des organes génitaux. Également, ce sont les morsures ou griffures uniques ou multiples mais avec saignement. C'est le cas des morsures par un animal sauvage. C'est le cas d'une exposition à une chauve-souris, morsure ou griffure ou même manipulation. C'est le cas du léchage ou contamination des muqueuses par la salive ou projection de la bave sur les muqueuses, en particulier les yeux. Et c'est le cas de léchage sur peau lésée. Tout ça sont considérés comme des catégories ou bien une exposition grade 3.
Dans la prophylaxie antirabique, on a le vaccin antirabique, donc qui a été bien sûr fabriqué par Louis Pasteur au XIXe siècle, et c'était le début de la vaccination moderne. C'est la première vaccinothérapie préventive. Actuellement, il existe deux vaccins en Algérie, deux types de vaccins. On a le vaccin préparé sur culture cellulaire, ce qu'on appelle le Virorabi ou bien le Rabipur. C'est le vaccin qu'on préfère le plus. Et il y a le vaccin préparé à partir du tissu nerveux de souriceau à la mamelle. Pour les schémas vaccinaux, quand il s'agit de vaccins sur culture cellulaire, le Virorabi ou bien le Rabipur, on doit toujours choisir la voie IM. On a deux schémas vaccinaux, le schéma SN et le schéma Zagreb. C'est quoi le schéma SN et c'est quoi le schéma Zagreb? Pour le schéma SN, on aura 5 injections à faire, toujours par voie IM, à J0, à J3, à J7, à J14 et à J30. Donc, à chaque fois, on injecte une seule injection IM. Par contre, le schéma Zagreb consiste à introduire deux injections le premier jour, donc à J0, ensuite une injection à J7 et ensuite une injection à J21. Donc, c'est un schéma plus simple. Et la différence entre les deux schémas est liée par rapport à l'immunité qu'on veut avoir. Généralement, on dit que chez les immunodéprimés, il faut toujours choisir le schéma SN. Par contre, chez les immunocompétents, on choisit le schéma Zagreb. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin sur tissu nerveux des souriceaux à la mamelle. On a deux schémas également pour ce vaccin-là. Le schéma 1, quand il n'y a pas indication à la sérothérapie, on va assurer 7 injections en sous-cutané entre J1 et J7. Chez l'adulte, c'est 2 ml et chez l'enfant, 1 ml. Puis, on va faire 4 rappels en intradermique à J11 plutôt, J15, J30 et J90. Pour l'adulte, on va injecter 0,25 ml en intradermique et chez l'enfant, 0,1 ml en intradermique. Là, c'est quand on n'a pas besoin de donner une sérothérapie associée à la vaccination. Quand on décide de donner une sérothérapie avec le vaccin, on doit choisir le schéma 2, qui ressemble bien au premier schéma. Donc, on doit assurer 7 injections en sous-cutané, généralement en périombilical, de J1 jusqu'à J7. Et au lieu de faire 4 rappels en intradermique, on va rajouter encore un rappel en intradermique. Et ça va être des rappels à J11, J15, J25, J35 et J90. Donc, vous voyez que l'injection de J30 a été remplacée par deux injections à J25 et J35. Pour le sérum antirabique, ce sont des immunoglobulines spécifiques au virus rabique. Elles doivent être administrées le premier jour de consultation ou au plus tard au 7e jour après le début de la vaccination, mais jamais après. Donc, si on injecte les immunoglobulines après le 7e jour alors qu'on a entamé la vaccination, ces immunoglobulines risquent d'empêcher l'apparition d'anticorps spécifiques et donc d'empêcher que la vaccination soit efficace. Alors, il faut toujours faire une sérothérapie dans la première semaine. L'idéal, ça va être à la première consultation. On a deux types d'immunoglobulines. On a les immunoglobulines homologues d'origine humaine qui ne sont pas disponibles en Algérie et qui sont données à raison de 200 unités, plutôt 20 unités internationales par kilogramme. Et les immunoglobulines hétérologues d'origine équine qui sont données à raison de 40 unités internationales par kilo après un test de sensibilité et qui doit être administré selon la méthode de Bessredka. On va injecter 0,25 ml de sérum en périombilical en sous-cutané. On doit attendre un quart d'heure. Si aucune réaction n'apparaît, on doit injecter la totalité du sérum
en périlésionnel et par voie IM. Donc, je répète, j'ai le sérum qui est fait d'immunoglobulines hétérologues d'origine équine. Je dois calculer par rapport au poids la dose à donner. Donc, je calcule 40 unités par kilo. J'ai la dose en millilitres que je dois administrer. Je commence à faire le test de sensibilité. Ça va être 0,1 millilitre en intradermique. J'attends un quart d'heure. S'il n'y a pas de réaction allergique qui apparaisse, je vais injecter 0,25 millilitres de sérum en périombilical, donc par voie subcutanée, et je dois attendre également 15 minutes. Si aucune réaction n'apparaisse, à ce moment-là, je peux injecter la totalité du sérum en périlésionnel ou bien en IM. On va poser la question, si le patient fait une allergie réelle par la méthode de Besseret-K, à ce moment-là, il faut diluer la sérothérapie dans du sérum physiologique. Il faut le faire passer par voie IV à un débit très lent. Donc, on peut aller jusqu'à 4 heures de perfusion en donnant aux patients des antihistaminiques et en donnant également des corticoïdes. Quels sont les effets secondaires de cette vaccination et de cette sérothérapie? Pour le vaccin fabriqué à partir, donc le vaccin cellulaire, le Vérorab ou bien le Rabipur, il est généralement très bien toléré et c'est ce qu'on préconise chez les nourrissons par exemple et chez les femmes enceintes à chaque fois quand les stocks sont limités et qu'on doit faire un choix entre le souriceau et entre le Rabipur. Par contre, le vaccin fabriqué à partir des souriceaux à la mamelle, il peut donner des allergies locales, c'est très fréquent, mais ce qu'on doit craindre le plus, c'est les accidents neurologiques liés à cette vaccination. D'ailleurs, c'est un vaccin à éviter sur terrain. Donc, les personnes qui ont des problèmes neurologiques, les personnes qui ont une maladie chronique qui risquent de donner des accidents neurologiques, c'est à éviter. Et on essaye ces dernières années, de ne plus avoir ce type de vaccin et d'avoir juste le vaccin fabriqué, donc le vaccin cellulaire. Pour la sérothérapie, comme tout sérum, ça peut donner des allergies, ça peut donner une maladie sérique, donc par phénomène d'Artus, hypersensibilité type 3, qui va apparaître au bout du 9e jour, donc on peut avoir de la fièvre, des arthralgies, une arthrite maxillaire, comme ça peut donner des rougeurs au point d'injection. Alors, quelle est l'indication de la vaccination et ou de la sérovaccination? Quand il s'agit d'un contact grade 1, là, il n'y a pas de prophylaxie, ni vaccination, ni sérothérapie. Quand il s'agit d'une exposition grade 2, là, on est censé donner uniquement la vaccination antiarabique. Par contre, quand il s'agit de grade 3, là, il faut toujours associer une sérothérapie avec une vaccination. Pratiquement, comment on gère une personne qui consulte pour une morsure ou griffure? Tout d'abord, il faut assurer les soins locaux. On l'a déjà dit tout à l'heure. On doit évaluer le risque, on a également déjà dit, par rapport à l'animal et par rapport à la plaie elle-même. On doit entamer une vaccination ou une sérovaccination antiarabique rapidement selon le risque. On a déjà classé les catégories et on a donné les indications par rapport à ces 3 catégories. On doit donner une antibiothérapie qui couvre les germes d'inoculation. On doit toujours évaluer le risque tétanigène et on doit assurer le suivi. Donc, pour les soins locaux, on préfère toujours commencer par le lavage minutieux de la plaie à grande eau pendant 10 à 15 minutes et avec du savon, ce qui va réduire le risque de rage de près de 90%, puis on rince abondamment. Ensuite, on va utiliser un antiseptique,
soit de l'alcool, soit de la bétadine, ou bien de l'eau de javel diluée à 1/10. Ne jamais suturer une plaie, sauf s'il y a une stricte nécessité, c'est-à-dire s'il y a un risque esthétique quand il y a une plaie au niveau du visage par exemple, ou s'il y a un saignement abondant, on va essayer de faire l'hémostase et faire des points de rapprochement plutôt qu'une suture totale. Pour le disque rabique, on a dit qu'il faut l'évaluer par rapport à l'animal mordeur et par rapport à la nature du plaie. Là, on a tous des plaies qui sont classées catégorie 3 et donc qui nécessitent une séro-vaccination. Je pense que là, c'est parce que c'est l'extrémité. Également là, il s'agit d'une greffure au niveau de l'extrémité et elle est saignante. Toujours de l'extrémité, une plaie saignante, une plaie au niveau du visage, une plaie saignante et des organes génitaux, et là, une plaie également importante et saignante. Tout ça, c'est des catégories 3 qui nécessitent une sérothérapie et une vaccinothérapie. On doit enfin mettre en route une antibiothérapie. Donc, l'antibiothérapie vise à éviter certaines maladies d'inoculation. Là, on vous donne une icono par rapport à deux pathologies qui sont assez fréquentes après morsure et griffure. La première étant la pasteurellose. C'est une cellulite, donc c'est une dermo-hypodermite qui apparaît quelques heures, généralement 4 à 6 heures après la morsure, qui va donner au même lieu de la morsure une rougeur, douleur et chaleur avec apparition de fièvre. Le membre va devenir luisant et ça va donner un aspect de cellulite associé à des signes de sepsis. Il faut vraiment faire attention à cette pasteurellose. Pour le deuxième cas, c'est des bubons. C'est des adénopathies très inflammatoires qui risquent de fistuliser à n'importe quel moment et qui vont apparaître quelques jours à quelques semaines après une greffure de chat. C'est la maladie des griffes de chat, des chats. Pour l'antibiothérapie choisie, on doit toujours la donner en fonction de l'âge suite à une exposition au risque. En première intention, on préfère toujours l'association amoxicilline acide clavulanique. Et en deuxième intention, on peut donner de la doxycycline, tout en observant les contre-indications de cette doxycycline. Donc, chez les femmes enceintes, par exemple, et les enfants âgés de moins de 8 ans, on ne doit pas donner la doxycycline. Alors, en cas d'allergie aux bêta-lactamine et aux cyclines, on doit soit donner de la pristinamycine, donc la piostacine, qui va être donnée à raison de 2 à 3 grammes par jour chez l'adulte et de 50 à 100 mg par kilo par jour chez l'enfant. Soit on va donner de la clarithromycine, également un macrolide, à raison de 1 gramme par jour en 2 prises chez l'adulte et 2 doses de poids par voie orale chez l'enfant. La durée minimale de ce traitement antibiotique est de 5 jours. Si on a des signes de surinfection importants, c'est 10 à 15 jours. Par contre, s'il y a un sepsis, il faut craindre le sepsis à Pasteurella et à ce moment-là, c'est l'hospitalisation et un traitement plus agressif par voie IV. En cas de griffure de chat, on préfère toujours donner les cyclines en première intention et s'il y a une contre-indication aux cyclines, enfants moins de 8 ans, femmes enceintes, on peut donner les macrolides. On doit également évaluer le risque tétanigène. C'est en fonction de la vaccination antitétanique. Est-ce qu'elle a été bien faite ou pas? Alors, il faut savoir que toute morsure est liée à un risque de tétanos. Il ne faut pas se dire que morsure, ça veut dire rage. Non, la morsure également expose au risque de tétanos et je pense que les choses sont claires parce que les spores de Clostridium tetani se retrouvent au niveau donc de la terre et les chiens et les chats sont souvent
exposés à la terre et donc ils peuvent garder ces spores-là au niveau de leur cavité buccale. Alors, si le sujet est correctement vacciné, on n'a pas besoin de faire un rappel du vaccin antitétanique. En Algérie, le vaccin antitétanique est toujours associé au vaccin antidiphthérique, c'est le DT. Et bien sûr, on n'a pas besoin d'administrer le sérum antitétanique. Si la dernière dose de vaccin antitétanique date entre 5 et 10 ans, on va faire un seul rappel de vaccin antitétanique et pas besoin d'administrer les immunoglobulines, donc pas besoin de donner le sérum antitétanique. Par contre, si la dernière dose du vaccin date de plus de 10 ans, on est obligé de donner une dose de vaccin et les immunoglobulines. Pour les sujets non vaccinés ou bien qui ont une vaccination incertaine ou incomplète, on doit tout d'abord assurer une dose de vaccin avec une sérothérapie, donc le sérum anti-tétanique, et par la suite compléter le schéma vaccinal de l'adulte. Donc, il faut faire un rappel 1 mois après et un rappel 6 mois après, ensuite chaque 10 ans. Il faut assurer le suivi. Donc, le patient, on lui ouvre un dossier. Donc, tout d'abord, une lettre de liaison des urgences vers un centre antirabique. Il y en a beaucoup. Normalement, chaque daïra a un centre de santé, de médecine préventive où il y a un centre antirabique. Il faut juste demander et vous aurez un listing par rapport à tous les centres qui assurent la vaccination antirabique. Donc, une fois le patient est au niveau du centre antirabique, il y a une fiche de traitement antirabique où on va mentionner toutes les informations nécessaires par rapport à l'animal, par rapport au siège de la morsure, par rapport aux soins qui ont été déjà donnés et par rapport au suivi qui est programmé. Et on doit lui donner une carte de suivi où on va mentionner également le nom, le prénom, bien sûr, la date de la morsure, la date de début de la vaccinothérapie ou bien sérothérapie et vaccination. Et on mentionne les prochains rendez-vous pour que le patient vienne assurer le reste des injections. Pour les cas particuliers, c'est le cas où le vaccin a été interrompu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un retard de faire une injection, son injection de rappel, de plus de 24 heures. Quand il s'agit d'un vaccin fabriqué à partir de souris-souris, toute interruption de la vaccination nécessite la reprise de la vaccination depuis le début. Et quand on va reprendre la vaccination, il faut bannir le vaccin souris-souris et il faut switcher vers le vaccin fabriqué cellulaire, donc le Vérorab. Par contre, quand il s'agit de vaccins cellulaires, les choses sont, disons, plus soft. Si le retard à la vaccination date de plus de 24 heures, alors que le sujet n'a pas reçu 3 doses, là, on doit reprendre la vaccination dès le début. Par contre, si les 3 premières doses ont été assurées, la vaccination sera poursuivie. C'est-à-dire, en cas de schéma SN, donc J0, J3, J7, si le patient a fait ces 3 injections et il a loupé celle de J14, il n'y a pas de souci, on va juste continuer, on doit continuer la vaccination telle qu'elle est. Par contre, s'il a reçu uniquement la vaccination à J0 et J3, ensuite il a retardé celle de J7 de plus de 24 heures, on est obligé de reprendre le schéma dès le début. Pour le schéma Zagreb, si le patient a reçu les 2 injections du premier jour, ensuite la 3e de 7e jour, et qu'il a fait un retard par rapport à la 4e injection de J21, il n'y a pas de souci, on va assurer juste cette injection tardivement. Par contre, s'il a loupé l'injection de J7, il a fait un retard de plus de 24 heures, là, on est obligé de reprendre tout le schéma.
Quand il s'agit d'une morsure ou de griffure par un rongeur, c'est très fréquent en Algérie, il y a beaucoup de rats qui s'attaquent aux humains et les gens ne savent pas quoi faire. Alors, il faut savoir que la vaccination antirabique dans ces cas-là n'est pas indiquée. Ni vaccin, ni sérum, ni rien du tout. La seule chose qui est indiquée, c'est le nettoyage de la plaie et c'est de donner un traitement antibiotique. Donc, on préfère les cyclines chez les adultes et les macrolides chez les enfants et les femmes enceintes. Pour la femme enceinte ou allaitante, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, mais on doit toujours proposer le vaccin cellulaire. Pour les sujets immunodéprimés, il faut toujours choisir le vaccin cellulaire selon le schéma SM. Chez les nourrissons de moins de 2 ans, il faut toujours préférer le vaccin cellulaire selon le schéma SN. Et la voie IM, c'est pas le deltoïde, c'est plutôt la face antérolatérale externe de la cuisse. Chez les personnels exposés, par exemple les gens qui travaillent au labo, dans les abattoirs, les vétérinaires, les éleveurs, là, on doit plutôt proposer une prophylaxie antirabique par le vaccin. On doit leur injecter le vaccin cellulaire à J0, à J7 et J28. Ensuite, assurer un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans. Il est recommandé de faire le titrage des anticorps pour voir est-ce que la vaccination était efficace ou pas. Ce dosage des anticorps se fera tous les 6 mois pour vérifier que les anticorps restent toujours protecteurs, donc un taux qui dépasse les 10 unités internationales par litre. En conclusion, on va dire que la prise en charge des morsures et griffures se fait au niveau d'un centre antirabique. On déclare le cas de rage et non pas la morsure. Beaucoup de gens se trompent par rapport à ça. On ne déclare pas la morsure, on l'a notifié dans un registre de consultation pour des statistiques bien précises, mais on déclare le cas de rage. Il faut toujours mettre en route immédiatement le vaccin antirabique ou bien associé ou non à une sérothérapie antirabique et faire une mise au point ultérieurement. La mise à jour de la vaccination antitétanique doit être un réflexe automatique chez tout médecin et la mise en route rapide d'un traitement antibiotique doit se faire simultanément avec cette vaccinothérapie. J'espère que j'étais pas trop long. J'espère que j'ai pu transmettre le maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez l'adresse mail devant vous, notez-la et vous pouvez m'envoyer des questions qui concernent l'infectiologie. Je resterai à votre disposition. Et on se donne un rendez-vous, Inch'Allah, le dimanche 17 pour le cours des viroses vésiculo-pustuleuses. J'espère d'ici vous serez toujours en forme, même si on est en confinement, mais gardons toujours des ondes positives autour de nous. نقول لكم صحة صحوركم et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.